Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. République démocratique du Congo, la répression se banalise. C'est l'intitulé du rapport annuel de GED sur l'état de la liberté de la presse rendu public ce jeudi 2 novembre, marge de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Journalistes en danger a recensé 121 cas d'attaque contre les médias. À suivre également dans ce journal, 10% des enseignants sur 43 000 n'ont pas de salaire dans la capitale. Résultat de l'enquête menée par la Commission nationale des droits de l'homme sur la rémunération des enseignants. Nous sommes dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Merci de suivre cette édition d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun les détails à présent. Manifestation ce matin des étudiants à l'Institut supérieur pédagogique technique. Ils protestaient contre la hausse de l'acompte des frais académiques. Ces frais seraient passés de 250 000 francs congolais à 500 000 francs, disent les étudiants. Mais la situation a dégénéré quand la police est intervenue pour disperser les manifestants. L'ISPT est situé, vous le savez, au sein de l'Institut de la Gombe. Le 2 novembre, on commémore la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes en Afrique. Dans de nombreux pays, on est sans nouvelles des journalistes en plein exercice de leur travail et dans certains pays, la censure est à l'œuvre. À Kinshasa, Journalistes en danger a documenté 121 cas d'attaque contre les médias, dont près de la moitié sont constitués des violences physiques contre les journalistes. Le bilan est en hausse par rapport en 2016 avec 87 cas. Dans son rapport annuel sur l'état de la liberté de la presse et d'expression intitulé République démocratique du Congo, la répression se banalise. GED regrette que les actes de violence et d'entrave à la liberté de l'information commis par des différents services de sécurité n'aient jamais fait l'objet d'une enquête ou de sanctions pour ceux qui s'en sont rendus coupables. À côté de ces violences physiques, GED relève également la multiplication des cas de censure parmi les bourreaux de la presse. Journalistes en danger cite entre autres Lambert Mende, Ngoï Kassanji, Jean-Claude Kazembe, mais aussi Carole Aguito. Ils sont 13 au total cités par GED. Lambert Mende rejette ce rapport. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, dénonce l'activisme politique dans le chef de l'ONG de défense de la presse. Il invite cette dernière à se conformer aux droits. Il ajoute qu'en RDC, la liberté de la presse est une réalité. Si la liberté de presse n'existait pas au Congo, les membres de GED seraient déjà arrêtés depuis bien longtemps, a déclaré le ministre de la Communication, Lambert Mende, au Malanga. Entre-temps, l'Union nationale de la presse du Congo parle de 16 journalistes tués en République démocratique du Congo de 2003 à nos jours. Le président de l'UNPC, Boukar Kassunga, dénonce le manque de procès des crimes contre les journalistes. C'est depuis 4 ans que le monde célèbre cette journée après l'assassinat de 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, en pleine mission au Mali. En Afrique, il y a plusieurs journalistes qui ont été victimes de crimes, dont Norbert Zongo. En République démocratique du Congo, 16 journalistes ont été tués, indique le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous ici, nous nous rappelons de notre Franck Guiké et son épouse Hélène Paka, qui ont été assassinés à l'entrée de leur maison cette nuit du 2 au 3 novembre 2005. Et après Franck Guiké, il y a eu Bapou Amamba, assassiné dans sa chambre de Matete. Il y a eu Serge Maïchi, il y a eu Gidas Namujimbo, il y a eu Koko, il y a eu Chirimwami, donc 16. Malgré de multiples campagnes de sensibilisation pour la protection des journalistes, aucun procès des crimes commis contre les hommes et femmes des médias dans la plupart des pays n'a abouti. On nous a toujours promis que
l'enquête a été ouverte et que bientôt vous aurez le résultat. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais eu les résultats des enquêtes ouvertes. C'est ça notre problème. Et quand je dis que le juge qui puisse nous permettre de savoir qui les a tués, pourquoi on les a tués, nous pensons qu'on peut rouvrir le dossier, remonter la filière par des enquêtes dignes. Entre-temps, les journalistes sont invités à tenir compte de la déontologie pour éviter tout dérapage dans l'exercice de leur profession. En mémoire des journalistes congolais victimes des crimes, une messe d'action de grâce aura lieu ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Autre cérémonie concerne la pose de la pierre tombale sur la tombe de Franck Guiké et sa femme Hélène Paka au cimetière de la Gombe, tous assassinés en 2005 devant leur domicile. Direction le parler du peuple au Sénat, précisément. Adoption aujourd'hui à la Chambre haute du Parlement des 3 projets de loi portant ratification des accords de crédit conclus entre la RDC et la Banque mondiale, ainsi que la Banque africaine de développement. Les sénateurs ont voté ces textes après les réponses du ministre des Finances, Henri Yav Moulanga. Félix Ilunga, Eric Alambaye, reportage. Les 3 projets adoptés sont notamment le projet de loi autorisant la ratification de l'accord des crédits conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale au titre d'accès et amélioration des services électriques, l'accord de prêt entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement au titre du projet d'appui à la gouvernance et l'amélioration du secteur électrique. Ces financements vont permettre à la République démocratique du Congo de réaliser différents projets de développement. Grâce toujours à ces financements initiaux, il y a eu également la construction de 16 entrepôts prévus et de 60 dépôts, dont 45 pour les produits vivriers et 15 pour la conservation des semences, la fourniture et l'installation de 6 unités de transformation de manioc en farine et en micro-procès, ainsi que d'une unité d'aliments pour bétail. Ensuite, la réhabilitation et la construction des bâtiments du secrétariat général de l'agriculture et de l'inspection provinciale de l'agriculture, pêche, élevage et développement rural. Le ministre des Finances convie sénateurs et députés à l'évaluation de ces projets. Désormais, chaque fois que le besoin, les élus du peuple, sénateurs comme députés nationaux, des zones de réalisation du projet, aux évaluations sur le terrain de ceux-ci, de façon à leur permettre de refléter à ces occasions l'opinion des populations qui le représentent. Publication ce jeudi des résultats de l'enquête menée par la Commission nationale des droits de l'homme sur le salaire des agents de carrière des services publics de l'État. Le rapport concerne principalement le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Le président de la CNDH révèle que 4 950 enseignants, soit 10% sur environ 43 000 enquêtés, ne sont pas rémunérés. Élisée Mafou et Ricky Dongala. L'enquête de la Commission nationale des droits de l'homme a été menée dans 3 zones éducationnelles, à savoir Kin-Est, Kin-Centre et Kin-Ouest. L'échantillon est constitué d'environ 43 000 enseignants qui prestent dans ces 3 zones. 10%, soit 4 950, n'ont pas de salaire. L'enquête démontre que les agents de carrière des services publics ont une rémunération très basse. La CNDH a reçu plusieurs plaintes des enseignants et des organisations de droits de l'homme qui œuvrent dans le secteur de l'enseignement en dénonçant beaucoup de cas de violation par rapport à la rémunération des enseignants. Et la CNDH, comme dans ses habitudes, il fallait vérifier les allégations. Et en fin de choses, nous avons constaté qu'effectivement, il existe bel et bien des cas de violation des droits de l'homme par rapport à la rémunération des enseignants. Comment relever ces défis sociaux? La CNDH a formulé quelques recommandations au gouvernement. La CNDH recommande ce qui suit: de s'atteler activement et le plus rapidement possible à la régularisation de la situation des violations du droit au salaire des enseignants, de clarifier la présence des agents fictifs sur les listes de paye, de payer les non-payés qui prestent,
d'identifier, de recenser, de mécaniser toutes les nouvelles unités qui prestent. Le salaire décent est un droit constitutionnel. La Commission nationale des droits de l'homme appelle à cet effet les cours et tribunaux d'enquêter et de poursuivre toute personne impliquée dans le détournement des rémunérations des agents des services publics. Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo, dans l'attente d'un calendrier électoral, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi, confirme la publication du calendrier en fin de semaine. Il l'a déclaré à l'issue d'une réunion avec la conférence épiscopale nationale du Congo hier mercredi. Ce calendrier sera publié après moult pression de la société civile, de l'opposition et de la communauté internationale. Et à l'issue des échanges avec le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a appuyé les propos de Norbert Basengezi sur la publication d'ici la fin de la semaine du calendrier électoral. Et la crise politique en RDC a fait l'objet de 2 réunions hier à Washington, l'une à la Maison-Blanche entre Nikki Haley et Donald Trump, l'envoyé spécial du président américain la semaine dernière en RDC a fait son rapport largement consacré au processus électoral. Nikki Haley s'est ensuite confiée à la presse à l'issue de cet entretien. CNN Politics rapporte qu'elle a exhorté Joseph Kabila à aller vers les élections, l'avertissant que son refus de se retirer contribue à la violence et à l'instabilité dans le pays. Ce sujet était également au cœur des échanges entre le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, et son homologue américain. Le chef de la diplomatie belge l'a signalé sur Twitter alors que le communiqué qui a sanctionné cette réunion ne donne aucun détail. La communauté internationale insiste sur la publication rapide du calendrier électoral pour des élections qui seront tenues l'année prochaine, c'est-à-dire en 2018. Ce qui nous conduit à parler de la transition sans le président Joseph Kabila qui soutient le rassemblement de l'IMT, la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction, le PPRD et la démocratie montent au créneau. Yannick Tshisola, vice-président, renvoie le rassemblement au prescrit de la loi du pays. Le chef de l'État n'est remplacé que par un autre président élu, a-t-il dit à Jephté Tcholeni, et Jérès Chimanga suivait. De noter que la position du rassemblement... Si pour les rassemblements, une transition sans le chef de l'État est irréversible, à la Ligue des jeunes du PPRD, cette option est antidémocratique. Selon Yannick Tshibola, les institutions à mandat électif ne peuvent être renouvelées qu'à l'issue des élections. Pour que l'on obtienne cette démocratie, des millions de Congolais sont tombés, des héros sont tombés. Nous sommes allés à Sun City pour instaurer un nouvel ordre politique qui est basé sur la démocratie. La base juridique qui nous régit en ce moment, c'est la Constitution de 2006. Nous allons entrer dans une transition sans le président Kabila. Par quel mécanisme? Parce que le président Kabila reste encore jusqu'à ce jour le président élu par tous les Congolais. Par quel mécanisme le président du RASOP compte-t-il faire cette transition sans le président Kabila? Il le fera par un coup d'État? Il le fera par un assassinat? Ce sont toutes ces interrogations que nous sommes en train de nous poser. Nous condamnons justement ce projet politique qui n'est rien d'autre que de vouloir instaurer un régime spécial qui est un régime dictatorial, et le peuple congolais, sur base de l'article 64, devra barrer la route à ce genre de manœuvre de tentative. À l'idée d'organiser les élections en juin 2018, le vice-président de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir précise que seule la CENI est habilité à fixer un calendrier électoral. Non, cela empiète justement à l'indépendance de la CENI, à l'impartialité de la CENI. C'est à la CENI, nous les politiques, nous ne devons pas imposer à la CENI une date quelconque. C'est à la CENI elle-même en tant que commission électorale nationale indépendante de nous fixer la date. Yannick Tshibola invite la classe politique congolaise à privilégier la paix dans le pays. Vous avez corrigé avec nous que le vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD s'appelle Yannick Tshisola et non Tshibola comme
Mon confrère Jephté Tcholeni le disait tout à l'heure. Dans un autre chapitre, le gouverneur de la ville de Kinshasa était cet après-midi au Conseil économique et social. André Kimbuta était invité pour intervenir lors de la session ordinaire du Conseil économique et social sur l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, la politique de contribution de la ville pour éliminer les déchets. J'ai d'abord informer les conseillers de la République. Ils doivent savoir que chaque jour à Kin, ce que nous produisons en termes de déchets, c'est 9000 tonnes de déchets par jour. 9000 tonnes. Alors, les normes internationales, disons la Banque mondiale, la BAD, a estimé à $30 les coûts par tonne. C'est pourquoi nous avons calculé, vous avez vu à peu près. Là, les coûts par tonne, c'est $30 en multipliant par 9000 par jour. Vous avez les coûts par jour, c'est $270 000. Vous multipliez par mois, vous voyez un peu ce que ça nous donne, 8 millions de dollars, 9 millions de dollars. Bref, nous avons dit à 12 millions pourquoi il faut ajouter les carburants, il faut ajouter des engins, ainsi de suite. C'est ce qu'il faut avoir. Prenons 150 millions que la ville devait avoir si on avait appliqué la disposition constitutionnelle qui dit que la retenue, non pas la rétrocession. La disposition constitutionnelle, c'est la retenue à la source. On a vu qu'avec ce système, la ville de Kinshasa, la province, l'ex-province du Katanga, le Bas-Congo, je crois la province du Nord toutes ces provinces-là peuvent bien se défendre. Pour les autres provinces, ce serait difficile, ils n'auront pas de moyens. Mais il y a ce qu'on appelle, on leur a dit, il y a ce qu'on appelle la péréquation. Qu'est-ce que la péréquation? Bon, tout ça, on nous a imposé une rétrocession qu'on appelle allocation, qui est d'abord insignifiante. Imaginez que la ville devait avoir un minimum de 100 millions par mois. Même en période de crise, 50 millions de dollars par mois. Face à ces 8 millions de dollars, vous ne voyez pas que la ville pouvait bien prendre en charge l'assainissement de la ville. Clôture de l'atelier du réseau des jeunes parlementaires hier, mercredi, axé sur le thème autonomisation des jeunes, organisé en partenariat avec la délégation de l'Union européenne. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises de 2 jours. Jephté Tcholeni de Dukiassoua. Près de 60 jeunes de la capitale ont pris part à cet atelier. Cette rencontre a servi de cadre pour le réseau des jeunes parlementaires qui a passé en revue les différents problèmes auxquels fait face la jeunesse. Nous avons travaillé pendant 48 heures avec les jeunes que nous avons réunis dans ces cas pour réfléchir en prévision de l'atelier du sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. Alors, les recommandations qui ont été formulées selon les axes des interventions que nous avons convenues durant cette réunion. Mais d'autre part, nous avons formulé aussi des recommandations pour nos autorités ici à Kinshasa, Assemblée nationale nous-mêmes, gouvernement, Sénat, Présidence de la République, pour voir dans quelle mesure on s'assure que les questions de jeunes sont effectivement prises en charge et prises en compte. Pour Juvenal Mounoubo, les résolutions seront transmises au sommet Union africaine et Union européenne prévu en décembre prochain à Abidjan. L'idée, c'est qu'on arrive à produire une feuille de route, un cahier de charges de la jeunesse qui sera transmis à Abidjan, qui sera partagé à Abidjan, parce qu'il se tient à Abidjan à la fin du mois prochain, les sommets Union africaine, Union européenne. Les jeunes qui ont assisté à ces assises saluent l'initiative. Il faut encourager le réseau des jeunes parlementaires congolais qui ont initié ces travaux, qui ont été d'une haute portée. Plusieurs jeunes, comme vous l'avez constaté pendant ces 2 jours de travaux, ont donné le meilleur de leur pour que nous puissions construire un travail de qualité. L'atelier a rassemblé les jeunes de tous critères. Il y avait des divergences d'idées et il y a eu des intervenants qui ont emmagasiné notre capacité. Le réseau des jeunes parlementaires s'est dit ouvert à la collaboration avec la jeunesse. L'atelier était focalisé sur l'autonomisation des jeunes.
Autre chose, les droits des réfugiés plongés dans un avenir incertain. Le comité des réfugiés urbains de Kinshasa dénonce le non-respect des droits des réfugiés par le personnel du HCR Kinshasa dans la mise en œuvre de la politique appelée l'autonomisation telle que conçue par HCR Kinshasa, ainsi que le comportement usurpateur du président de la communauté ougandaise, un réfugié dans la capitale congolaise, et ses complices qui n'ont aucun mandat. C'est selon le Comirev, accuse ces agents du service de protection qui seraient déterminés à tout prix d'atteindre leurs objectifs inavoués en violant les droits des réfugiés. La structure lance un cri d'alarme. Au-delà de ces pratiques qu'il qualifie de discriminatoires, le Comirev exprime sa disponibilité au dialogue avec le service de protection du HCR, République démocratique du Congo. Vers la suspension de dévéloterie, le système d'immigration des États-Unis est-il la cause de l'attentat de New York? C'est en tout cas la lecture de Donald Trump au lendemain de l'attaque qui a tué 8 personnes et 11 blessés le mardi dernier. Le suspect avait un titre de séjour permanent, la fameuse carte verte, probablement obtenue par un programme de loterie. Ce système permet de chaque année à 5 000 personnes ou 50 000 personnes d'obtenir des visas ou des cartes des résidents. Donald Trump veut mettre fin à ce système et prône un programme basé sur le mérite. Ange Makadi, commentaire. Après l'attentat de New York causant la mort de 8 personnes et 11 blessés, le président américain envisage de mettre fin au programme d'immigration basé sur la loterie. Pour Donald Trump, le système d'immigration des États-Unis est la cause de l'attentat à New York et dans d'autres villes. Le chauffeur du camion d'origine ouzbek avait un titre de séjour permanent qui permet chaque année à 50 000 personnes d'obtenir des visas ou des cartes de résident. C'est la raison qui a motivé Donald Trump, mais bien avant, à son arrivée à la Maison-Blanche, Trump était déjà hostile à cela. Le président américain s'en est aussi pris au démocrate Chuck Schumer qui avait participé en 1990 à la création de ce programme de loterie censé garantir la diversité de l'immigration vers les États-Unis. Si la proposition du président américain venait à être adoptée par le Congrès, les candidats à l'immigration de cette année pourraient voir leurs résultats annulés. À Kinshasa, la campagne d'inscription se poursuit comme si de rien n'était et les propriétaires de différents cybercafés qui en ont fait leur business ne se soucient guère de ce qui pourra s'en suivre. En dehors de nos frontières, en Espagne, 8 membres du gouvernement catalan destitués ont été placés en détention provisoire. Selon le quotidien LP, la justice espagnole a ordonné ce jeudi le placement en détention provisoire de 8 des 14 membres du gouvernement catalan destitués pour rébellion. Un mandat d'arrêt européen a été requis par le parquet pour 5 autres, dont l'ex-président catalan qui ne se sont pas présentés à la convocation devant la juge d'instruction madrilène. Mais à Barcelone, des centaines d'indépendantistes se sont rassemblés pour manifester leur soutien aux membres placés en détention provisoire. Ainsi se termine cette édition d'information sur les antennes de Numérica TV. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est d'abord demain à 13h, puis la grande édition, 19h. Bonsoir.